Madame, monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, les droits de douane comme outil hégémonique pour Washington. Donald Trump use et abuse de ses tarifs douaniers pour obtenir des résultats qui sont loin d'être seulement économiques. Et en Europe, l'Autriche pourrait quitter son statut d'État neutre pour rejoindre les rangs de l'OTAN. La France, enfin, à la découpe côté territoire avec, après la Nouvelle-Calédonie et la Corse, bientôt la Guyane qui pourrait bénéficier d'un statut d'autonomie renforcé. Des droits de douane pour les dominer tous. Donald Trump n'en finit pas de se servir de ce levier économique pour imposer ses vues. Tour d'horizon. Des droits de douane comme menace et comme arme. La politique étrangère de droits de douane de Donald Trump, qui entre en vigueur le 1er août, s'impose comme un levier économique et diplomatique visant à rééquilibrer les relations commerciales tout en sanctionnant des choix géopolitiques jugés contraires aux intérêts américains. Cette stratégie, marquée par des surtaxes ciblées, illustre une approche hybride, à la fois protectionniste et interventionniste, en protégeant, au moins en apparence, l'économie nationale américaine et en punissant un ou plusieurs États ciblés. Des considérations économiques se mêlent ainsi à des motivations politiques, tant internationales que domestiques. L'Inde, par exemple, est frappée par des droits de douane de 25% sur ses produits exportés vers les États-Unis, accompagnés d'une pénalité non précisée pour ses achats de pétrole et d'équipements militaires russes. Donald Trump justifie cette mesure par le déficit commercial américain avec l'Inde, qu'il attribue à des droits de douane indiens élevés et à des barrières non tarifaires. Cependant, la véritable motivation semble géopolitique. L'Inde, deuxième client mondial de pétrole russe après la Chine, est ciblée pour son refus de se plier aux pressions occidentales contre Moscou dans le contexte de la guerre en Ukraine. Malgré des négociations commerciales entamées depuis des mois, aucun accord n'a été conclu et New Delhi, tout en se disant ouvert à un partenariat équitable, s'inquiète des répercussions sur ses exportateurs et agriculteurs. Le Brésil, quant à lui, subit des sanctions encore plus lourdes avec des droits de douane de 50% à partir du 6 août. Cette mesure exceptionnelle est explicitement liée à des considérations politiques internes. Donald Trump, allié de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro, dénonce une chasse aux sorcières menée par le juge Alexandre de Moraes contre ce dernier, accusé de tentative de coup d'État après sa défaite électorale en 2022. Des manifestations très marginales avaient en effet dénoncé l'irrégularité supposée du vote. Bolsonaro avait d'ailleurs lui-même appelé au calme. Le décret américain qualifie même le Brésil de menace inhabituelle pour la sécurité nationale, économique et étrangère des États-Unis. Ces surtaxes qui épargnent certains produits comme les avions ou le jus d'orange visent à exercer une pression maximale sur le gouvernement Lula. Le Canada, partenaire commercial clé des États-Unis, fait face à une menace différente. Donald Trump a averti qu'un accord commercial serait très difficile si Ottawa reconnaît un État palestinien à l'ONU en septembre 2025. Sur le dossier palestinien, alors que le monde entier semble tourner le dos à Tel Aviv dans un contexte de crimes de guerre de Tsahal et de famine organisée, le président Trump pourrait se servir de cet outil que constituent les droits de douane pour tenter de forcer quelques États occidentaux à fermer les yeux sur Gaza. Bien que les détails des surtaxes potentielles soient toujours flous, cette menace souligne la volonté de Donald Trump d'aligner ses partenaires sur ses priorités géopolitique. Cette politique, qui s'appuie sur une loi de 1977 sur l'urgence économique, suscite des inquiétudes mondiales. Les surtaxes, en augmentant les coûts d'exportation, risquent d'alimenter l'inflation et de freiner la croissance, notamment aux États-Unis. Ce type de changement de politique commerciale peut en effet produire des effets bénéfiques à moyen et à long terme, mais l'époque est à l'immédiateté et le mandat présidentiel est de seulement 4 ans aux États-Unis. En réduisant les dynamiques commerciales, les États-Unis favorisent une fragmentation en blocs régionaux de l'économie mondiale, marquant un retour à un protectionnisme rappelant la situation des années 30, ce qui pourrait être une opportunité formidable pour les États européens de s'émanciper de leur dépendance américaine. Mais pour l'heure, et comme l'ont montré les négociations entre Bruxelles et Washington, les dirigeants européens sont plutôt enclins à se coucher et à attendre des temps plus propices du côté de la Maison-Blanche. En Autriche, un pavé dans la mare vient d'être lancé puisque le ministre des Affaires étrangères vient d'évoquer un débat sur l'adhésion du pays traditionnellement neutre à l'OTAN. Nicolas de Lamberterie. Après la Finlande et la Suède, verra-t-on bientôt un nouveau pays européen traditionnellement neutre rejoindre l'OTAN ?
C'est en tout cas le souhait émis par la ministre des Affaires étrangères Beate Meinl-Reisinger, qui est par ailleurs présidente du parti libéral NEOS, allié des eurodéputés macronistes au Parlement européen. Dans un entretien accordé au journal allemand Welt, la ministre autrichienne a affirmé que la seule neutralité de l'Autriche n'était plus un facteur suffisant de protection en raison d'une Russie de plus en plus agressive et que la sécurité de l'Autriche passait non seulement par les investissements militaires dans ses propres capacités de défense, mais aussi par des partenariats. Elle s'est prononcée en faveur d'un débat sur l'adhésion de l'Autriche à l'OTAN, tout en reconnaissant qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas encore de majorité parlementaire ou populaire en faveur d'un tel projet. Il est difficile de déterminer les motivations profondes derrière ces déclarations de la ministre des Affaires étrangères autrichienne, d'autant que ces déclarations interviennent juste après une série de rencontres qu'elle a eues aux États-Unis, c'est-à-dire au moment où, par le biais des accords Trump-von der Leyen, les Américains vont faire les poches et saigner les Européens via des commandes gigantesques de produits énergétiques et d'armement. Mais ouvrir le sujet d'une adhésion de l'OTAN en Autriche pour un ministre en exercice reste malgré tout quelque chose de très marquant, en raison de l'histoire spécifique qui a conduit à la position de neutralité perpétuelle de l'Autriche. Pour rappel, au sortir du Second conflit mondial, l'Autriche faisait partie du Troisième Reich défait par les Alliés et a été occupée par les 4 vainqueurs du conflit, au même titre que l'Allemagne. La capitale Vienne, comme Berlin, était elle aussi découpée en plusieurs zones d'occupation. Mais à la différence de l'Allemagne, l'Autriche n'a pas été coupée en deux durablement, et les Soviétiques n'ont pas suscité la création d'une République démocratique d'Autriche à l'Est. Au contraire, au bout de 10 ans, en 1955, un accord a été trouvé entre l'Autriche et les alliés occidentaux et soviétiques, avec le retrait complet des troupes d'occupation, en échange de quoi l'Autriche s'engageait à respecter strictement une politique de neutralité perpétuelle, comme cela a été convenu dans le traité d'État autrichien et la constitution de la Seconde République autrichienne. En clair, à la différence par exemple de la Finlande, la neutralité autrichienne s'inscrit dans le cadre de conventions internationales qu'elle est censée respecter. Durant la guerre froide, l'Autriche a strictement respecté sa neutralité, d'autant qu'elle était voisine de 2 pays, la Hongrie et la Tchécoslovaquie, dans lesquels stationnaient des troupes soviétiques. La fin de la guerre froide a progressivement permis à l'Autriche de se rapprocher du bloc occidental, avec son adhésion à l'Union européenne en 1995, ce qui en vertu des traités européens la rapprochait de la politique extérieure de Bruxelles, et son adhésion à l'euro. Mais malgré cela, en théorie, l'Autriche reste un État neutre, qui par exemple interdit strictement la double citoyenneté et a toujours maintenu le caractère obligatoire du service militaire. Mais cette situation théorique de neutralité est toute relative, étant donné que l'intégration de facto de l'Autriche dans l'ensemble des structures de coopération occidentale, OTAN inclus, c'est un mystère pour personne. En 2023, l'Autriche a d'ailleurs, avec la Suisse, signalé son souhait d'intégrer un projet de défense antimissile conduit par l'Allemagne et qui concerne la plupart des pays de l'Est européen, à l'exception de la Pologne, s'éloignant donc toujours un peu plus de sa politique de neutralité. Désormais, concrètement, si l'Autriche devait un jour envisager de rejoindre l'OTAN, elle devrait au préalable modifier sa constitution avec une majorité qualifiée des 2/3. Étant donné les rapports de force au Conseil national d'Autriche, cela supposerait que l'ensemble des partis systémiques valident ce changement pour l'obtenir in extremis, étant donné que les patriotes de droite du FPE y sont résolument hostiles. Pour le moment, cela ne semble pas être à l'ordre du jour, mais au vu du poids électoral grandissant du FPE, qui pourrait bien disposer lors des prochaines législatives d'une minorité de blocage d'1/3 des parlementaires, on ne peut pas exclure un jour que cela se produise en précipitation. On a ainsi vu l'Autriche ces dernières semaines se positionner publiquement en faveur de l'Ukraine dans des proportions jusqu'alors tout à fait inédites. D'ores et déjà, ces coups de canif dans ce qu'il restait de la neutralité autrichienne constituent une petite étape supplémentaire dans l'engrenage qui voit l'Europe s'enfoncer un peu plus chaque jour dans l'appauvrissement, l'affaiblissement, la décadence et la servilité mortifère vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. Après la Nouvelle-Calédonie, la Corse et bientôt la Guyane, les statuts d'autonomie renforcés se multiplient au sein du territoire national que la Macronie continue de morceler, sans l'admettre bien entendu. Explication Édouard Chano. Hier, 30 juillet, le ministre de l'Aménagement du Territoire, François Rebsamen, portait en Conseil des ministres un texte qu'il juge primordial pour l'avenir de la démocratie française, à savoir l'autonomie renforcée de la Corse. Bien sûr, Rebsamen promet qu'autonomie n'est pas indépendance, comme l'avait déclaré Emmanuel Macron en septembre 2023 devant l'Assemblée de l'île de Beauté. Le texte sera soumis au Parlement à l'automne, puis au Congrès.
Les indépendantistes auraient voulu un statut total d'autonomie. L'Assemblée de Corse bénéficiera cependant d'un pouvoir d'adaptation des lois et des règlements nationaux, notamment en matière de fiscalité et d'éducation, tandis que les compétences de police et de justice resteront sous l'autorité de l'État. La reconnaissance d'un peuple corse a été écartée, mais le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a néanmoins fait part de son désaccord dans une déclaration transmise à l'AFP, dénonçant en substance une atteinte à l'unité nationale au prix de grandes frustrations. Je voudrais, dans un souci de transparence, mais également de cohérence avec ce que je crois et ce que j'ai toujours cru, vous faire part de mon désaccord quant à ce texte sur la Corse dans sa version originale. Je crains que ce projet de loi ne suscite en définitive des frustrations. Mais qu'à cela ne tienne, le ministre François Rebsamen a écarté les critiques venant de la droite, jurant que le projet était un texte de compromis. Il ne s'agit pas non plus de lancer un mouvement généralisé d'autonomie ou que sais-je. Ce que nous faisons pour la Corse, nous le faisons parce que la Corse est unique, parce que les Corses le méritent, parce qu'elle a une histoire particulière, parce qu'elle a un lien singulier à la terre, parce qu'elle a su faire preuve dans le dialogue, et j'en suis heureux, d'une maturité politique à la hauteur des enjeux. Voilà 30 ans, et même plus, que la Corse attend ce moment. 30 ans que ses élus, sa société civile, ses citoyens demandent qu'on prenne en compte ce qu'elle est réellement. Pas de mouvement généralisé d'autonomie, mais pourtant Manuel Valls, ministre des Outre-mer, a reçu ce 30 juillet, le même jour, une délégation d'élus guyanais pour évoquer l'évolution statutaire de la Guyane vers davantage d'autonomie. Les responsables locaux avaient porté cette revendication de longue date et Manuel Valls avait déjà annoncé ce cycle de discussion en juin dernier. Une dizaine d'élus guyanais ont fait le déplacement, parmi lesquels Gabriel Serville, qui préside la collectivité territoriale de Guyane, et Michel-Ange Jérémy, président de l'association des maires de la région, qui a jugé la réunion nécessaire, le dossier ayant été enterré selon lui depuis 3 ans. À l'issue de la réunion, le sénateur Georges Patient s'est réjoui d'avoir obtenu ce qu'il était venu chercher, à savoir un statut d'autonomie dans le cadre de la République. Si les conditions et compétences doivent être affinées, les élus ont salué l'engagement du ministre à organiser une rencontre avec le président de la République à la rentrée afin de concrétiser ces avancées. Mais tout n'est pas simple. 2 députés indépendantistes de Guyane, Jean-Victor Castor et David Riemann, ont boudé la réunion, accusant Valls d'avoir écarté la société civile et d'affaiblir la voix de la Guyane. Reste que les macronistes veulent avancer. Avancer au risque d'accélérer l'inégalité des territoires et ainsi la fragmentation culturelle et identitaire française. La perte de contrôle sur plusieurs compétences régaliennes s'accompagne d'une perte de contrôle sur des territoires stratégiques qui confèrent à la France un rôle dans le Pacifique, en Amérique latine ou en Méditerranée. En définitive, les cas particuliers se multiplient sous la présidence d'Emmanuel Macron, un mouvement de fond qui systématise l'exception d'autonomie administrative accordée à la Polynésie française en 2004. La révision constitutionnelle de 2024 aura acté celle de la Nouvelle-Calédonie après des violences sur l'archipel. Ce sont aussi des violences en Corse à la suite de l'agression mortelle par un codétenu d'Ivan Colonna, militant indépendantiste, condamné pour l'assassinat en 1998 du préfet Erignac, qui avait poussé à l'accélération du processus d'autonomisation de la Corse en 2022. Alors si les violences font plier l'Élysée, reste à savoir où elles exploseront encore. Passons à présent à l'actualité en bref en France. Sur la souveraineté, en particulier économique, industrielle, stratégique, militaire, technologique, environnementale, les choses sont en train d'avancer fortement et là-dessus, l'Europe est au rendez-vous de l'histoire. Au rendez-vous de l'histoire, Cocorico revoilà la souveraineté à la sauce Macron avec Servier qui s'apprête à céder Biogarant, champion français des médicaments génériques, et cela au fonds britannique BC Partners, après l'échec d'une vente en septembre 2024 face aux craintes de perte de souveraineté. Les 2 parties sont en négociation exclusive pour une transaction estimée entre 800 millions et 1 milliard d'euros. Biogarant, représentant une boîte de médicaments sur 8 en France, emploie 8600 personnes via son réseau de sous-traitance. BC Partners, déjà actif dans le secteur, s'engage à maintenir le siège et la production en France pour le moment. Cette vente permettra à Servier de se recentrer sur la neurologie et l'oncologie. Délit d'opinion pour une étudiante arabe. L'inscription d'une étudiante gazaoui de 25 ans, Nour Atala, à Sciences Po Lille a été annulée après la découverte de publications particulièrement salées sur son compte X. Relayant des messages glorifiant le chancelier du Troisième Reich et appelant à l'exécution d'otages israéliens, elle a suscité l'indignation.
Les ministres y sont allés de leur déclaration indignée après la dénonciation de l'association communautaire d'extrême gauche UEJF. Sciences Po Lille, après concertation avec les autorités, a révoqué son inscription, soulignant que ces publications contreviennent à ses valeurs de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Une question n'a cependant effleuré aucun esprit indigné. Pourquoi recruter absolument des étudiants étrangers et surtout, qui paye leur scolarité ? Sport, entre gloire française et tristesse allemande à Singapour, Léon Marchand a pulvérisé mercredi le record du monde du 200 mètres 4 nages en 1,52,69 lors des demi-finales des mondiaux de natation, effaçant la marque de Ryan Lochte en 1 minute 54,00. Intouchable, le Toulousain a ensuite décroché ce jeudi un 3e titre mondial lors de la finale de 200 mètres 4 nages. Et sur le continent asiatique toujours, mais cette fois-ci une tragique nouvelle avec le décès de Laura Dahlmeier, double championne olympique de biathlon, morte lundi à 31 ans dans un accident d'alpinisme au Pakistan avec une chute de pierre au pic Laila à 5700 mètres d'altitude. Malgré les efforts de sa partenaire de cordée et une tentative de sauvetage, les conditions extrêmes ont empêché son secours. Retraitée en 2019, elle avait remporté 2 médailles d'or à Pyeongchang en 2018 et 7 titres mondiaux. Chassés croisés, juillet-août, nous y sommes. Du 1er au 4 août 2025, les routes s'annoncent chargées en France. Dès vendredi, la circulation sera difficile, notamment dans le quart nord-est, l'arc méditerranéen et l'ouest, classé en orange par bison futé. Samedi 2 août, jour le plus critique, l'ensemble du pays sera en noir avec des embouteillages sur les axes menant aux côtes atlantiques et méditerranéennes ainsi que dans le massif central. Dimanche et lundi, les perturbations persisteront particulièrement sur les autoroutes A7, A9, A10 et A75. En Ile-de-France, les axes A6 et A10 seront saturés, surtout vendredi et samedi. Ce chassé-croisé marque aussi la pause estivale du journal de TV Liberté qui prendra des congés après une dernière édition le vendredi 1er août pour un retour le lundi 18 août. Une pause qui ne marque cependant pas l'arrêt de nos programmes. L'actualité internationale en bref. Washington vole encore au secours d'Israël. Le département d'État a sanctionné ce 31 juillet l'autorité palestinienne et l'OLP. La diplomatie américaine les accuse de soutenir des actions au sein d'organisations internationales et d'avoir pris des mesures pour internationaliser le conflit avec Israël. Cette déclaration intervient en effet à l'issue de la conférence de l'ONU sur l'avenir de la Palestine et alors que Londres et Paris ont promis de reconnaître l'État de Palestine à l'Assemblée générale de l'ONU en septembre. Des initiatives qui n'ont guère plu à Israël, qui voient le renforcement d'une illusion et une récompense pour le Hamas. Pourtant, aux abois, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé à un changement de régime en Russie. Dans la nuit de mercredi à jeudi, des frappes russes sur Kiev ont tué au moins 6 personnes et blessé plus de 20 autres. Sur le front, la lente mais inexorable avancée russe se poursuit. Moscou a revendiqué la prise de la ville stratégique de Tchassov Yar, près de Donetsk. Après 485 jours de combat, l'Ukraine appelle à une pression maximale sur la Russie, tandis que les négociations sont au point mort. Poutine exige la cession de territoires ukrainiens et un renoncement à l'OTAN, conditions jugées inacceptables par Kiev et ses alliés. Donald Trump a donné un ultimatum de 10 jours à Poutine pour arrêter la guerre sous peine de sanctions. Le Kremlin a de son côté, hier, indiqué avoir développé une certaine immunité à celle-ci. Des tsunamis dans tout le Pacifique et des millions de personnes évacuées du Japon à l'équateur. Le séisme de magnitude 8,8 survenu le 29 juillet au large du Kamtchatka en Russie, l'un des plus importants de l'histoire sur l'échelle de Richter, a provoqué des vagues de 3 à 4 mètres et inondé des zones côtières, détruisant ports et usines. En Polynésie française, des vagues de 1,5 mètres ont touché Nuku-Hiva. Des alertes tsunami ont été émises dans plusieurs pays, dont le Mexique, le Pérou, la Colombie et le Chili, où 1,4 million de personnes ont été évacuées. Au Japon, une femme est décédée, les parcs des Galapagos ont été fermés temporairement, les alertes tsunami ont été progressivement levées dans la journée d'hier. Vive polémique en Allemagne, le zoo de Nuremberg a abattu 12 babouins en parfaite santé. Le motif, la surpopulation de l'enclos conçu pour 25 animaux, mais en abritant 45. La direction, justifiant sa décision par les normes de l'Association européenne des jardins zoologiques et aquariums, a précisé que les femelles gestantes et les babouins participant à une étude ont été épargnés et que les carcasses ont servi à nourrir les prédateurs du zoo. Malgré l'opposition de militants de la cause animale qui se sont introduits dans le zoo et ont porté plainte, la direction a maintenu sa
décision. Elle était critiquée pour une mauvaise gestion de la population et pour avoir ignoré des propositions d'autres institutions prêtes à accueillir les animaux. Des dizaines de milliards de dollars dans la super-intelligence. Après avoir généré un profit faramineux de 71,5 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires de 179, Meta, propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp, a annoncé investir dans l'IA. L'action s'est envolée de plus de 11% dans les échanges informels hier après la clôture, atteignant 780 $, un rebond pour l'entreprise qui valait 9 fois moins en bourse à l'automne 2022, lorsque son fondateur, Mark Zuckerberg, avait dilapidé des milliards de dollars dans le métavers, un univers virtuel sans grand intérêt. Meta revendique 3,48 milliards d'utilisateurs actifs chaque jour sur la planète. L'intelligence artificielle a rendu les applis encore plus efficaces, permettant notamment un ciblage des publicités, permettant aussi de fidéliser les utilisateurs. Zuckerberg veut mettre les bouchées doubles et rattraper Microsoft et Amazon. C'est la fin de ce journal. Dans le cadre d'un partenariat, TVL vous propose de retrouver un programme d'Open Box TV, la chaîne d'Alain Juillet, ancien patron du renseignement à la DGSE, avec pour invité l'eurodéputé Christophe Gomard. Merci de votre fidélité pour cette avant-dernière édition de la saison. Rendez-vous demain pour de nouvelles informations.